Donc, la semaine dernière, nous avions bien développé la B9, la B12, etc. Je voudrais quand même vous parler aujourd'hui du rôle de la B2, hein, qui est également souvent en carence. Les personnes qui ne consomment pas suffisamment de protéines par jour, à savoir ce 1 gramme par kilo de poids corporel, sont souvent aussi en déficience du cycle de différents acides aminés et de cette vitamine B2. Les personnes également qui ont tendance à consommer trop d'alcool, et c'est plus fréquent chez les hommes que chez la femme, eh bien, il faut savoir que l'alcool aussi déplète les réserves en vitamine B2. Alors, les lésions se traduisent concrètement par quoi? Des lésions de la bouche, des dermatites, tendance à la cataracte un peu précoce et au déséquilibre de la formule sanguine. Donc, les personnes qui ont tendance à ne pas supporter la lumière, qui sont sensibles à la lumière, qui ont des dermatites ischémiques, séboriques et des muqueuses irritées avec des signes d'inflammation, eh bien souvent témoignent ainsi d'une carence en riboflavine, vitamine B2. Alors, on retrouve à peu près les signes comme cela, c'est-à-dire la stomatite, la cataracte précoce, les aftes, tendance aux aftes, et dermatite séboréique, ischémique, voire urticaire. Donc ici, nous avons également les acrosyndromes, les érythèmes faciaux ou les microthromboses, où on parle aussi de dermatite ischémique. Le syndicat national des dermatologues vénéréologues a lancé une alerte montrant que certaines manifestations cutanées qui semblent associées au Covid-19 se manifestent par ces signes-là supplémentaires. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là la semaine dernière… Ah, Mathéo, bon, attendez, on coupe un micro. En haut. Non. Voilà, muet. Sarah. Le petit Mathéo qui appelle. Donc, vitamine B3, on sait que c'est la vitamine qu'on appelait avant la vitamine PP. Elle participe à de nombreuses fonctions comme coenzyme, également des cycles acides aminés. Et la symptomatologie également, comme pour la vitamine B2, concerne des troubles cutanés, des troubles du système digestif et nerveux. On appelle souvent en technique mémotechnique le syndrome des 3D. Donc ça se traduit par des diarrhées, par des tendances aux dermatites et par la démence. Donc, quand on cumule ce genre de signes, on peut en diagnostiquer éventuellement pour les médecins une carence en vitamine B3. Alors, voilà. Alors, on sait que dans la vitamine B3 aussi, c'est une piste qui a été étudiée, on l'a évoqué la dernière fois, en rapport avec le fait qu'il y a moins de 80% des fumeurs qui semblent être exposés au Covid-19 et qui fait l'objet d'ailleurs d'un test en thérapeutique et en préventif. Alors, loin de là que d'encourager le fait de fumer, moi, ça m'a un petit peu interpellée et j'ai été rechercher les études qui avaient montré que l'hypothèse de l'acide alpha-nicotinique, en fait, pouvait être liée à l'expression ou non d'un virus. Et quand on regarde de très près, l'acide nicotinique, qui est aussi communément appelée niacine, peut être dérivée à partir de l'exposition à la nicotine, et c'est une des vitamines B. Quand elle est transformée bien sûr en laboratoire ou dans l'organisme, il peut y avoir une part de transformation en vitamine B3 qui se mettrait sur le récepteur cible des virus et qui pourrait effectivement remplir cette fonction de vitamine B3 qui a bien fait l'objet d'une preuve de défaillance chez les sujets plus exposés au Covid. Donc, cette nouvelle étude qui est française a porté sur 350 malades hospitalisés, 150 plus légers qui ont consulté, tous atteints du Covid, validé par un test PCR-RT, hein, et apporte une confirmation de cette sous-représentation donc des fumeurs parmi les malades. Il y avait seulement 5% de fumeurs, a noté à l'AFP le professeur Zahir Amoura, auteur principal de l'étude, donc bien 80% de moins de fumeurs chez les patients Covid que dans la population générale. Et donc, l'hypothèse a été que la nicotine, ou peut-être, ça c'est une hypothèse supplémentaire, son dérivé pourrait se fixer sur le récepteur cellulaire utilisé par le coronavirus, l'empêchant
ou le retenant de s'y fixer. Ça a été ajouté par Jean-Pierre Changeux de l'Institut Pasteur et du Collège de France. Donc, le rôle central du récepteur en question, c'est le récepteur nicotinique de l'acétylcholine, nous y revoilà, et qui est essentiel dans la propagation du virus pour expliquer une variété des symptômes du Covid, notamment la perte d'odorat et les troubles neurologiques qui y sont associés, mais aussi les troubles cutanés qui ont été constatés par un certain nombre d'entre vous parmi les médecins qui interviennent à l'hôpital. Également chez les obèses et les diabétiques qui sont particulièrement concernés par cette attaque, cette crise, eh bien, l'altération de ce récepteur nicotinique semble être à l'origine d'une forme persistante d'inflammation susceptible d'être amplifiée par l'infection virale. Donc, ça reste une hypothèse qui expliquerait la fréquence de ces deux comorbidités parmi les cas graves du Covid, tel que le relève l'Académie française des sciences. Donc, la carence en nicotinamide, alors vous savez que niacine, c'est cela, c'est nicotinique acine. Donc, voilà, on a changé le nom de la vitamine pour éviter d'inciter les gens à aller chercher la nicotine, hein, mais c'est bien des signes qui incluent la diarrhée, la dermatite et la tendance à avoir des pertes cognitives significatives. Donc, il faut savoir que l'acide aminé tryptophane est précurseur de la vitamine B3 qui participe à la production d'énergie. Donc, quand on en manque, on a une profonde fatigue et elle participe aussi au métabolisme du cholestérol et autres, et des hormones sexuelles et surrénales. Alors, elle joue un rôle essentiel dans un bon équilibre de la circulation sanguine, elle aussi par rapport aux autres vitamines B, au fonctionnement cérébral, la mémoire, et également est très importante à donner lorsqu'il y a un accompagnement de traitement des troubles respiratoires et vasculaires. Alors, c'est la vitamine B3 qui était recommandée dans ce qu'on appelait la peulagre, qui réunit ces signes, et elle est très indiquée en accompagnement des traitements du diabète, puisqu'elle aide à réguler par différentes voies enzymatiques les niveaux de l'hémoglobine glyquée. La B5 joue un rôle également très important, mais elle est pH dépendant, c'est-à-dire que selon, et là on va trouver un aspect évidemment naturopathique et de terrain, c'est-à-dire que selon les niveaux de pH qui sont plus ou moins régulés par la fonction tampon, on va plus ou moins bien la métaboliser, et ou bien si on a un terrain tissulaire très acide, elle peut se dégrader fortement et rapidement en présence d'une alimentation trop acidifiante ou déséquilibrée, voire dans un pH trop alcalin aussi. Donc, c'est très important de parler d'équilibre acido-basique. On a des études qui ont montré que la combinaison de la vitamine B5 en groupe B avec la vitamine D3 était très importante pour réguler le microbiote, également pour la sphère intestinale. Et comme on sait que la sphère intestinale est directement liée à la régulation de l'humeur, du sommeil, etc., eh bien, cette étude montre que quand on est à la fois en carence en vitamine D, on va avoir un impact sur le microbiote intestinal et réduire la bonne métabolisation de la vitamine B dans l'intestin. Donc, la carence induite en vitamine B5 va affecter le système immunitaire et produire des états pro-inflammatoires associés avec les manifestations auto-immunes multiples. Et ça a été aussi mesuré dans les troubles vasculaires. La vitamine B5, on le sait, contribue à réduire également la fatigue et à optimiser la performance cérébrale. Elle a un rôle donc essentiel ici avec la vitamine B6 sur le SNC, le système nerveux central, et va également être importante dans le cycle de la méthylation aussi que vous a décrit Sylvain, pour la régulation des neurotransmetteurs. Elle participe, la B6, à la bonne maturation et structuration des globules rouges. Alors, quand on parle de vitamine B6, il y en a au moins 6 formes qui existent sur le marché, mais qui, sur le plan réglementaire, sont exprimées sous le terme pyridoxine. Alors, c'est très important aussi que cette pyridoxine soit issue de sources naturelles parce qu'on s'assure des cofacteurs qui vont être présents pour permettre sa bonne utilisation par l'organisme. La vitamine B6 participe, on le sait, à la synthèse des neurotransmetteurs, mais moi, personnellement, je m'élève un peu en faux dans les apports isolés de vitamine B6 avec le magnésium, parce que, encore une fois, si on n'apporte qu'une vitamine B au détriment du respect du groupe vitamine B, eh bien, il y a des facteurs un peu limitants, comme on le trouve dans les protéines. Alors,
Les carences en vitamine B6, on le sait, sont liées aux problèmes neurologiques, nerveux, confusion mentale, etc. Les alcooliques aussi sont des sujets qui sont particulièrement exposés à des carences en vitamine B6. Son absence augmente la prévalence de l'hyperhomocystéinémie, donc, avec les troubles cardiovasculaires qui vont avec et cérébrovasculaires également. Alors, certains traitements contre la polyarthrite rhumatoïde, les contraceptifs oraux, les antidépresseurs IMAO, la théophiline dans l'asthme, eh bien, piègent la vitamine B6 et induisent une carence en vitamine B6. Donc, comme vous l'a expliqué Sylvain tout à l'heure en parlant de la metformine qui déplétait certaines réserves en vitamine B, eh bien également, la prise de ce type de médication doit inviter le professionnel de santé à tenir compte des carences induites et d'apporter un appui en vitamine du groupe B naturel pour apporter cette compensation des effets indésirables de ces traitements. Alors, elle contribue aussi à la régulation de l'activité hormonale par le cycle de la méthylation, également à la formation normale des globules rouges, comme on l'a vu précédemment, et elle intervient aussi dans le système immunitaire. Donc, prévention des troubles cardiovasculaires, on a vu que sur 80 000 femmes suivies, que celles qui consommaient effectivement des quantités suffisantes en vitamine B6 et en vitamine B9 associées supérieures aux apports nutritionnels journaliers avaient un risque réduit de souffrir de maladies cardiovasculaires, puisqu'on sait que cela intervient dans le cycle de l'homocystéine. Également, dans l'hypertension artérielle, une étude croisée sur 2241 personnes âgées de 18 à 80 ans, menée en Chine, a montré que les proportions de déficience en vitamine B étaient de 20,5% pour la B6, de 44% pour la B9, les folates, et de 98,5% pour la B12. Et les apports supérieurs en B6 sont indépendamment associés à une diminution du risque d'hypertension chez les adultes ruraux qui ont été étudiés. Donc, chez des femmes ayant un apport élevé en folate, et on pense particulièrement aux gynécologues qui supplémentent en folate, de plus en plus d'ailleurs maintenant, et essayent de réduire l'apport à juste titre compte tenu des UMFA de l'acide folique, eh bien l'association entre la B6 et des niveaux plus faibles en hypertension a été significativement améliorée. Voilà. Donc, en fait, quand on a une bonne association de B6 eh bien, et que l'on fait une supplémentation en folate, on va voir l'hypertension artérielle diminuer. Également, dans le système immunitaire, oui, la B6 joue également un rôle par sa fonction d'accompagnement des synthèses des protéines intervenant dans les cellules immunitaires, que ce soit les macrophages, que ce soit les cellules NK, enfin tout ce qui contrôle la production des différentes lignes de défense. Elle intervient avec la B12 et les folates. Donc B6, B9, B12 dans l'appui de l'immunité. Sa carence, malheureusement, se traduit par une suppression de la réponse TH1 et un déséquilibre par rapport à la réponse TH2, une diminution des cytokines pro-inflammatoires, une diminution de l'équilibre des IgE et des IgG, et les antagonistes de la B6 peuvent améliorer dans certains cas, puisqu'on parle d'immunité aussi, la tolérance des allogreffes. Voilà un peu comment j'ai travaillé pour aller sourcer des vitamines B naturelles. Alors moi, j'avais toujours été très intéressée par le basilic sacré, qui est une source intéressante de vitamine B3, qui est connue comme plante traditionnelle, le tulsi chez les Indiens, pour son rôle dans le système nerveux. Donc, comme il était difficile d'avoir suffisamment d'équilibre entre toutes ces différentes vitamines B, le sarrasin n'en ayant pas assez, le citron pas du tout et la goyave pas de traces significatives. Voilà comment, en combinant 4 sources vraiment naturelles, les graines germées de sarrasin apportant de la méthyle B12, de la B8, un peu de B9 avec le citron qui est très riche en folate également, la goyave qui apporte de la B6, de la B1, de la B2 et de la B5, vous avez ainsi un apport qui soutient le bon fonctionnement normal de ces différentes cibles, à savoir du système nerveux, le bon équilibre de l'homocystéine, principalement assuré par B9, par B, ici vous avez la B6, et également le rôle intermédiaire, il y a la B3, la B8 et la B2 qui a récemment été aussi impliquée dans ce bon équilibre de l'homocystéine. Dans l'équilibre de la formule sanguine,
thyroguine également, dans l'équilibre endocrinien, l'équilibre immunitaire pour la B12, la B9 et la B6. Pour les phanères, c'est plutôt la B8 et la B3, ainsi que pour la peau et les muqueuses, la B2 et un peu la B1 également, et pour la vision, la B5. Et dans la fertilité, la grossesse et l'allaitement, eh bien, on va évidemment retrouver nos folates qui doivent être avantageusement associés avec les autres. Donc voilà comment on peut composer une formule qui est juste en fait une association de plantes et de fruits. Et vous, quand vous lisez la liste des ingrédients, vous n'avez pas un acide folique tout seul. Il est dans son contexte global avec l'ensemble des folates, du 5-MTHF qui est un des folates. Vous avez le spectre total de la vitamine B9 et il est bien précisé, vous voyez, dans les teneurs moyennes par dose apportées, que ce sont ces plantes qui sont riches dans ces vitamines B issues de ces plantes. C'est la façon de pouvoir confirmer l'origine végétale et le comprimé support, il doit aussi être précisé avec des supports d'origine végétale. Voilà comment, avec un comprimé, ici, on apporte pratiquement entre 100 et 140% des 8 vitamines B jugées essentielles par rapport aux valeurs nutritionnelles de référence, alors qu'il faudrait consommer quantité de comprimés de levure de bière pour avoir le même apport, et que la spiruline n'apporte pas de toutes ces vitamines, y compris celles qui sont si importantes dans le sujet que nous avons développé autour de l'immunité, et que souvent, malheureusement, ce sont des développements qui sont faits avec des intrants qui sont mis dans les bacs de culture. Alors, sur le cardiovasculaire, il est très important aussi de tenir compte du contrôle de l'hypoxie. Des risques effectivement de microthrombose peuvent être prévenus en accompagnant les traitements d'apport de certaines plantes. L'aïcine du marron d'Inde à 80 mg par jour a montré un rôle significatif pour réduire l'hypoxie. La ruscogénine du petit hou également vers 15-16 mg par jour. La mamélis en totum. Voilà, donc il faut savoir que ces plantes peuvent être un appoint, un complément, lorsque l'on a des sujets qui présentent, de par l'hyperhomocystéinémie, une hypoxie. Alors attention, c'est légèrement fluidifiant, c'est déconseillé sous un traitement déjà anticoagulant, mais c'est intéressant chez ceux qui ne le sont pas pour atténuer l'élastase. Donc cette élastase est inhibée de la façon suivante. Vous avez l'aïcine, en fait, qui vient contrecarrer la tempête, on va dire, cytokinique et inflammatoire, ce qui peut être intéressant dans certaines conditions. On va rentrer dans une saison estivale où on rencontre souvent des hypoxies, puisque vous allez rencontrer des œdèmes d'adhésion des neutrophiles, une activation des neutrophiles, et puis une surproduction d'élastase et d'autres enzymes qui vont créer effectivement ce manque d'apport d'oxygène si important à surveiller actuellement. Or, l'aïcine a démontré dans 2 études, notamment l'étude d'Arnoux ici citée, qu'elle permettait d'inhiber l'adhésion des neutrophiles, de jouer sur la perméabilité vasculaire, sur notamment la sensibilisation du canal calcique des muscles lisses vasculaires et une activité contractile veineuse améliorée. L'aïcine inhibant légèrement l'élastase, elle permet effectivement de diminuer la libération des facteurs de croissance des fibroblastes qui provoquent les dégâts sur les parois des vaisseaux sanguins veineux en l'occurrence. Donc, il y a aussi une action sur la prostaglandine de la famille 2, donc dans la minimisation de cette inflammation. Et cette étude a été faite sur un petit groupe, mais quand même contre placebo, avec effectivement une amélioration des signes de l'inconfort veineux chez 81% des personnes qui présentaient soit des signes de varices ou d'hémorroïdes. Donc, au cours d'un essai publié en 2000 portant sur 148 sujets durant 12 semaines, donc un traitement de 3 mois, le petit hou s'est révélé plus efficace que le placebo pour soulager des symptômes de cette affection, donc pour améliorer la légèreté des jambes, surtout dans la saison estivale. Donc, quand on associe ces 3 plantes, que ce soit le marron d'Inde, la ruscogénine ou la mamélis, mais attention, je vous précise bien, c'est à 80 mg par jour que cela agit. Si vous prenez un jus de marron d'Inde ou un extrait très dilué, vous n'aurez pas les effets rapportés par les études.
Alors évidemment, pour le confort vasculaire, il est important aussi d'avoir conscience que toute la nutrition méditerranéenne est à recommander. Davantage de légumes, de grains, de noix, les folates, nous les revoilà, hein, les oméga 3 de poissons, de petits poissons sauvages. Donc, dans la protection cardiovasculaire a fait ses preuves, puisque cette étude publiée a confirmé que c'était la diète méditerranéenne dans son ensemble, avec tous ces bons nutriments, qui participait à une réduction significative des risques coronariens. Ça a été corroboré dans différentes autres publications, je ne rentrerai pas en détail dessus, c'est juste pour le rappeler. Alors, on a dans Oméga Cœur vraiment un concentré de cette alimentation méditerranéenne qui va apporter de quoi? Apporter des oméga 3 de petits poissons sauvages, hein, qui viennent de pleine mer, des nuxoléas, de noix, d'ail, de basilic, qui tous ensemble représentent des cofacteurs enzymatiques du bon métabolisme des acides gras de poisson, parce que beaucoup sont allés dans la surenchère des oméga 3 et se rendent compte qu'ils sont peu assimilés, parce que la capacité enzymatique du foie à transformer des gros dosages en oméga 3, malheureusement, elle a démontré qu'elle ne servait à rien de plus. Alors, je sais que parmi les sportifs ou ceux qui accompagnent des sportifs parmi vous, il y a une surenchère aux oméga 3. On est passé à 500 mg, à 1000 mg, à 1500. Il y a une surenchère commerciale qui n'a pas de sens dans la capacité enzymatique du foie à bien les métaboliser. On sait que les huiles ou les poissons qui sont riches en oméga 3 ont cette capacité de s'oxyder si on dépasse les dosages de façon trop importante. Quand on regarde les méta-études, on voit que c'est entre 250, 500, allez, mettons 600 mg par jour de EPA et de DHA qu'on obtient le plus de résultats et que, vous voyez, la courbe ne permet pas, si on monte à 1500, 2000 ou 2500 mg, d'obtenir plus que ce qui est apporté dans ces dosages-là, qui sont d'ailleurs les recommandations officielles de l'European Food Safety Agency. Donc, les dosages depuis 2009 sont de 250 mg par jour d'EPA, DHA. Moi, je préfère les deux associés. Et effectivement, vous avez les études qui ont montré qu'au-delà de 800 mg pour une étude et de 1600 mg pour l'autre, eh bien, vous avez au contraire un effet pro-oxydant. C'est-à-dire, si vous montez les dosages d'oméga 3 trop fort, vous avez un effet contre-productif des oméga 3. Alors, la nutrition, c'est bien, mais le mieux, il ne faut pas que ce soit l'ennemi du bien, hein. Le plus est l'ennemi du bien. Cette étude a montré qu'effectivement, au-delà de 800 mg, et c'est une étude française, on avait des effets pro-oxydants et même des retours d'effets qui deviennent négatifs. Donc, bien respecter dans les apports aux oméga 3 les besoins journaliers recommandés. En prévention primaire, on va donner 250 à 300 mg et en prévention secondaire, 500 à 600 mg de EPA plus le DHA. Ne pas les estérifier, ne pas les séparer. Donc, dans l'accompagnement du protocole qu'on a commencé à traiter la semaine dernière, plus aujourd'hui, en résumé, on a une approche globale qui va être indispensable, s'assurer un bon équilibre acido-basique pour le bon fonctionnement enzymatique général. Beaucoup d'enzymes sont pH dépendantes avec des apports de propolis, pollen, minéraux de lactose, argile, etc. On a insisté sur l'extrait de shiitake titré en polysaccharides totaux, qui est très important pour l'immunocompétence, à ne pas confondre avec un échinacea qui va être immunostimulant. L'immunostimulation n'est pas trop désirable quand on a un risque de tempête cytokinique, donc on préfère une immunomodulation. Et donc, cette immunocompétence va être complétée par les bons apports en vitamine B, vitamine D également, et vitamine C, mais je dirais presque en troisième position, beaucoup se précipitent sur la vitamine C, des dosages raisonnables pour tenir compte des associations à respecter. Alors, la peau, qui est également un rempart essentiel au système immunitaire et dont on va parler plus avec Silica maintenant, eh bien, est très, très importante à bien nourrir avec de la provitamine A et également avec des protéines qui vont permettre le maintien du collagène.